Il existe une vérité que personne n'osait vraiment dire à voix haute, une vérité qui dérangeait, qui bouscule les certitudes confortables que nous avons construites comme des digues fragiles contre le courant de la vie. Être gentil, au sens où notre société l'entende, au sens de cette gentillesse molle, réflexe, automatique, cette gentillesse qui dit oui quand elle devrait dire non, qui sourit quand elle souffre, qui donne jusqu'à l'épuisement en espérant recevoir un retour, cette gentillesse-là n'est pas une vertu. C'est une blessure déguisée en politesse. Et cette blessure, si elle n'est pas regardée en face, si elle n'est pas comprise dans toute sa profondeur, peut devenir la racine même de votre solitude la plus douloureuse. Voilà quelque chose que l'on n'entend pas souvent dans les livres de développement personnel aux couvertures pastel, avec leurs promesses de bonheur en 5 étapes et leurs citations inspirantes sur fond de coucher de soleil. Non. Ce dont il s'agit ici, c'est d'une invitation à quelque chose de plus difficile, de plus courageux, de plus réel. Commencer à être intelligent, c'est-à-dire commencer à être véritablement présent à soi-même, à ses besoins, à ses limites, à sa propre lumière intérieure qui attend, souvent depuis des années, parfois depuis des décennies, d'être enfin reconnu et honoré. Imaginez un instant une scène qui s'est reproduite chaque jour dans des millions de foyers à travers le monde. Il est 19h30, la lumière du soir tombe sur une cuisine ordinaire. Une femme, appelons-la Claire, 42 ans, 2 enfants, un emploi qui la consumait, préparait le dîner pour la 3e fois cette semaine seule, parce que son mari rentre tard, parce que les enfants sont dans leur chambre avec leurs écrans, parce que personne n'a demandé comment s'est passée sa journée. Elle fait tout bien, et elle est attentionnée, dévouée, toujours disponible. Elle répond aux messages de ses amis à minuit parce qu'elle ne veut pas les décevoir. Elle dit oui à sa belle-mère pour le week-end de Pâques, alors qu'elle rêvait d'1 heure de silence dans un bain chaud. Elle est gentille. Profondément, épuisément gentille. Et pourtant, ce soir-là, en regardant l'eau bouillir dans la casserole, quelque chose en elle se fracture silencieusement. Pas avec éclat, pas avec drame. Juste une petite fissure supplémentaire dans un cœur qui en compte déjà tellement. Cette scène, vous la reconnaissez peut-être. Pas nécessairement dans ses détails, mais dans sa texture émotionnelle. Ce sentiment de faire, de donner, de porter, et pourtant de se sentir de plus en plus seul, de plus en plus invisible, de plus en plus loin de soi-même et des autres. C'est précisément ce paradoxe qui sera exploré ici, avec toute la rigueur que la psychiatrie et la psychologie nous permettent d'apporter, et avec toute la douceur que la condition humaine nous impose d'offrir. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si quelque chose dans votre poitrine s'est légèrement contracté à l'évocation de cette scène, alors ce qui suit est pour vous. Et avant de continuer, une simple invitation. Si vous trouvez dans ces mots quelque chose qui vous aide, quelque chose qui vous touche ou vous éclaire, abonnez-vous à cette chaîne. Non pas comme un geste mécanique, mais comme un acte conscient, un engagement envers vous-même à continuer d'explorer, de comprendre et de guérir. Laissez aussi un commentaire, parce que votre expérience, vos mots, votre vécu, ils comptent. Ils peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul ce soir. La santé mentale se construit aussi dans l'échange, dans la reconnaissance mutuelle, dans ce moment où l'on dit à l'autre « Moi aussi j'ai ressenti ça. Moi aussi j'ai traversé cette forêt obscure. » Revenons maintenant à l'essentiel, parce que ce qui se joue ici est sérieux, très sérieux, et il serait irresponsable de l'édulcorer. Si vous continuez à fonctionner comme vous le faites en ce moment, si vous continuez à distribuer votre énergie, votre temps, votre affection comme un arbre qui donnerait ses fruits sans jamais recevoir de lumière, sans jamais être arrosé, sans jamais avoir le droit de se reposer entre 2 saisons, alors ce qui vous attend n'est pas simplement la fatigue. Ce qui vous attend, c'est quelque chose de bien plus insidieux, de bien plus douloureux et de bien plus difficile à soigner. C'est l'effacement progressif de vous-même. Et avec cet effacement vient une solitude d'une nature particulière. Pas la solitude du désert, franche et reconnaissable, mais la solitude au milieu des autres, la solitude de celui qui est présent dans toutes les pièces et absent de toutes les conversations, la solitude de celui qui donne tout et qui, un matin,
se réveille et ne sait plus qui il est. Les études en neurosciences et en psychiatrie sont sans appel sur ce point. La solitude chronique, celle qui dure, celle qui s'installe dans les os comme l'humidité de l'hiver, n'est pas simplement une expérience émotionnelle désagréable. Elle est une menace réelle pour la santé physique et mentale. Elle augmente le risque de dépression sévère, elle altère les fonctions cognitives, elle affaiblit le système immunitaire, elle raccourcit l'espérance de vie de manière comparable au tabagisme. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des données cliniques. Et elle mérite d'être entendue avec la même gravité que n'importe quel autre diagnostic médical. Mais voici ce que ces statistiques ne disent pas, ce que les chiffres ne peuvent pas capturer. La solitude qui vient de la gentillesse mal orientée, de cette incapacité à se respecter soi-même, est une solitude particulièrement cruelle, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle coexiste avec une vie sociale apparemment normale, parce que de l'extérieur, tout semble aller. Et c'est précisément cette invisibilité qui la rend si dangereuse, si difficile à nommer, si longue à traiter. Si vous ne faites rien, si vous ne changez rien à la façon dont vous vous positionnez dans vos relations, dans votre travail, dans votre rapport à vous-même, le risque est réel de glisser vers quelque chose que les cliniciens appellent le retrait social progressif. Ce n'est pas une décision consciente. Personne ne s'élève un matin en disant « Aujourd'hui, je vais commencer à m'isoler du monde ». Non. C'est un processus lent, presque imperceptible, comme une marée qui s'est retirée centimètre par centimètre. Un soir, vous déclinez une invitation parce que vous êtes trop épuisé, puis deux. Puis vous arrêtez de répondre aux messages dans les délais habituels. Puis vous trouvez que les conversations vous demandent trop d'efforts. Puis vous commencez à préférer le silence à la compagnie. Non pas parce que le silence vous nourrit, mais parce que les autres vous épuisent. Et un jour, vous vous retrouvez seul, vraiment seul. Et cette solitude n'est plus un choix. Elle est devenue votre habitat. Et voici quelque chose d'encore plus difficile à entendre, quelque chose que la bienveillance clinique oblige à dire clairement. Ce retrait, cette fermeture progressive, ne vous affecte pas seulement vous. Elle affecte ceux qui vous aiment. Elle devient pour eux une forme de douleur silencieuse. Elle crée autour de vous un vide que les autres finissent par ne plus essayer de combler, non par manque d'amour, mais par épuisement, par incompréhension, par cette terrible sensation d'être repoussé encore et encore. Il existe une famille, observée dans un contexte clinique, dont l'histoire illustre ce processus avec une précision presque chirurgicale. Le père, homme de 55 ans, avait passé sa vie à être le pilier de tout le monde. Disponible, serviable, pressant pour chacun, incapable de formuler un besoin propre, incapable de dire « je souffre », incapable de demander de l'aide. Ces enfants adultes, lors des séances familiales, décrivaient avec une tristesse palpable comment leur père était physiquement présent lors des repas de famille, mais émotionnellement absent comme une chaise vide qui aurait appris à tenir une fourchette. Sa femme disait qu'elle avait cessé d'essayer de le rejoindre là où il se trouvait, parce qu'elle ne savait plus où c'était. Ses enfants avaient arrêté de lui confier leurs difficultés parce qu'ils sentaient intuitivement qu'il était déjà trop occupé à porter le monde pour pouvoir porter quoi que ce soit de plus. Et lui, cet homme qui avait donné toute sa vie aux autres, se sentait profondément, douloureusement incompris. Il ne comprenait pas pourquoi il était si seul alors qu'il avait tant donné. La réponse était là, pourtant, aussi évidente qu'une racine qui crève le bitume. Il avait donné tout ce qu'il avait sauf lui-même. Et les autres n'avaient pas besoin de ses services. Ils avaient besoin de lui. Voilà où mène la gentillesse sans intelligence émotionnelle. Voilà où mène l'absence de frontières saines, de connaissance de soi, d'authenticité relationnelle. Non pas vers la connexion, mais vers une solitude d'autant plus amère qu'elle est entourée de gens qui vous aiment sans pouvoir vous atteindre. Et maintenant, une question. Une vraie question, pas rhétorique, pas performative. Une question qui mérite que vous vous arrêtiez une seconde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une partie de ce que vous venez d'entendre ? Pas forcément dans les détails, mais dans la sensation. Cette sensation d'être toujours en train de donner sans jamais vraiment recevoir. D'être toujours en train d'adapter, d'ajuster, de plier,
sans jamais vous permettre de vous tenir droit. Si c'est le cas, ce qui suit est précisément ce dont vous avez besoin. Parlons maintenant de la pire version possible de ce scénario, parce qu'il est important de comprendre jusqu'où peut mener ce chemin si l'on ne choisit pas d'en changer la direction. La solitude chronique non traitée, alimentée par cette gentillesse compulsive qui épuise sans jamais nourrir, finit par produire quelque chose que les psychologues nomment la calcification émotionnelle. C'est une image forte, peut-être un peu brutale, mais elle est juste. Comme un sol qui, privé d'eau pendant trop longtemps, finit par se fissurer et durcir jusqu'à ne plus pouvoir accueillir aucune graine, le cœur humain soumis à des années de non-dits, de répression émotionnelle, de sacrifices non reconnus, finit par développer une carapace. Cette carapace n'est pas de la force. Elle ressemble à de la force. Elle est souvent confondue avec de la force, y compris par celui qui la porte. Mais c'est une armure qui protège d'une douleur en créant une prison. Derrière cette carapace, quelque chose d'encore plus sombre peut s'installer, l'amertume. Et l'amertume est l'une des émotions les plus toxiques que l'être humain puisse nourrir, non pas parce qu'elle est honteuse ou mauvaise, elle est parfaitement compréhensible, elle est même logique face à certaines histoires de vie, mais parce qu'elle ronge de l'intérieur, comme l'eau de mer ronge la pierre, lentement, méthodiquement, jusqu'à en changer la forme et la nature. L'homme amer finit par voir des trahisons là où il n'y a que des maladresses. La femme amère finit par refuser les tendresses qu'elle attendait depuis si longtemps parce qu'elle ne sait plus comment les recevoir. Et autour d'eux, les gens qu'ils aiment, ceux qui essaient encore, ceux qui tendent la main, finissent par se retirer, blessés, épuisés, incompris. C'est là le vrai danger, pas la solitude en elle-même qui peut être traversée, guérie, transformée. Mais la solidification de la solitude en une identité. Le moment où l'on cesse de se dire « je traverse une période difficile » et où l'on commence à se dire « je suis quelqu'un de fondamentalement seul », de fondamentalement incompris, de fondamentalement différent des autres. Ce glissement identitaire est le terreau de la dépression profonde, de l'anxiété chronique, de ce que l'on appelle parfois le désespoir apris, ce sentiment que rien ne peut changer, que les efforts ne servent à rien, que la lumière est définitivement derrière soi. Et pourtant, il existe une autre voie, toujours. Même quand on a l'impression que le sol s'est durci au point de ne plus jamais pouvoir accueillir la vie, il suffit parfois d'une pluie douce et persistante pour voir réapparaître, là où on ne les attendait plus, les premières pousses vertes d'un renouveau possible. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas de l'optimisme facile. C'est ce que 20 ans de pratique clinique, d'accompagnement de personnes en souffrance, d'études des mécanismes de la résilience humaine permettent d'affirmer avec une conviction profonde et documentée. Il n'est jamais trop tard pour changer la relation que l'on entretient avec soi-même. Et c'est toujours par là que tout commence. Alors maintenant, parlons de solutions concrètes. Parlons d'intelligence émotionnelle, de mindfulness, d'autocompassion, de ces outils qui ne sont pas des gadgets thérapeutiques à la mode, mais des pratiques ancrées dans des décennies de recherches scientifiques et dans des millénaires de sagesse humaine. La première chose à comprendre est peut-être la plus contre-intuitive dans notre monde d'hyperactivité et de productivité à tout prix. Notre monde qui nous demande d'être disponible 24 heures sur 24 comme des supermarchés émotionnels qui n'auraient jamais le droit de fermer. La première chose à comprendre est celle-ci. Prendre soin de soi n'est pas un luxe égoïste. C'est une nécessité biologique, psychologique et relationnelle. Il y a une métaphore que l'on utilise souvent dans les avions et qui est d'une sagesse clinique remarquable. En cas de dépressurisation, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Cette instruction ne vient pas d'un manuel d'égoïsme. Elle vient d'une vérité physique simple. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous êtes inconscient. De la même façon, vous ne pouvez pas vraiment aimer, vraiment connecter, vraiment être présent pour les autres si vous êtes émotionnellement en apnée depuis des années. Commencer à être intelligent, dans le sens profond et bienveillant du terme, c'est d'abord apprendre à distinguer la générosité authentique, celle qui vient d'un endroit de plénitude et de choix,
de la générosité compulsive, celle qui vient de la peur, du besoin d'approbation, de la conviction. Inconsciente que l'on ne mérite d'être aimé que si l'on est utile. Cette distinction est fondamentale. Elle change tout. La première pratique concrète, celle que l'on peut commencer aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines heures, est ce que l'on appelle dans la tradition du mindfulness le scan émotionnel du matin. Ce n'est pas une méditation de 45 minutes en position du lotus avec de l'encens tibétain. C'est 3 à 5 minutes, les pieds posés sur le sol, les yeux fermés ou mi-clos, pendant lesquels vous vous posez une seule question. Comment je me sens vraiment en ce moment? Pas comment je devrais me sentir. Pas comment j'aimerais me sentir pour ne pas inquiéter les autres. Comment je me sens vraiment? Et vous écoutez la réponse sans la coucher, sans la corriger, sans chercher immédiatement à la résoudre. Vous la laissez simplement être là comme une météo intérieure que vous observez depuis la fenêtre de votre conscience. Cette pratique simple, répétée chaque matin avec régularité, comme on arrose une plante sans savoir exactement quand elle fleurira, mais en sachant que l'eau est nécessaire, cette pratique commence à créer quelque chose d'extraordinaire, une relation de confiance avec vous-même. Et cette relation de confiance est le fondement de toute résilience véritable. Parce que la résilience, comprenons-nous bien, n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas la capacité à ne pas souffrir, à ne pas être blessé, à traverser les tempêtes sans être mouillé. La résilience, dans sa définition clinique et humaine la plus juste, c'est la capacité à traverser les tempêtes, à être mouillé jusqu'aux os, à vaciller, peut-être même à tomber et à se relever. Pas indemne, pas identique, mais vivant, mais debout. Mais encore capable de tourner le visage vers la lumière. Voici une autre question qui mérite votre attention en ce moment. Quand avez-vous dit non pour la dernière fois, non à quelque chose qui vous coûtait trop? Non sans vous excuser pendant 10 minutes, non sans vous sentir coupable pendant 3 jours? Si vous devez réfléchir longtemps avant de trouver un exemple, cela vous dit quelque chose d'important sur la relation que vous entretenez avec vos propres limites. Apprendre à dire non est peut-être l'acte d'intelligence émotionnelle le plus difficile et le plus transformateur que l'on puisse accomplir. Et ici, il faut être précis, parce que l'on confond souvent le non qui rejette avec le non qui protège. Le non intelligent n'est pas un non de fermeture, de mépris ou d'indifférence. C'est un non qui dit « Je t'aime assez pour être honnête avec toi. Je me respecte assez pour ne pas te donner ce que je n'ai pas. Je nous respecte assez tous, les deux, pour ne pas construire notre relation sur le mensonge de ma disponibilité infinie. » La deuxième pratique concrète est ce que les chercheurs en psychologie positive et les praticiens de la pleine conscience appellent la lettre de compassion envers soi-même. L'exercice est simple dans sa forme, mais profond dans ses effets, et des études cliniques ont montré qu'il peut réduire significativement les symptômes dépressifs et anxieux en quelques semaines. Voici comment il fonctionne. Vous prenez une feuille de papier ou votre téléphone si le papier vous semble trop solennel et vous écrivez une lettre à vous-même comme si vous l'écriviez à un ami très cher qui traverserait exactement ce que vous traversez, avec la même douceur, avec la même compréhension, avec la même absence de jugement. Vous lui dites ce que vous ne vous dites jamais à vous-même. Vous reconnaissez sa douleur sans la minimiser ni l'exagérer. Vous lui rappelez ses forces. Vous lui offrez la tendresse que vous donnez si facilement aux autres et si rarement à vous-même. Ce qui se passe quand on fait cet exercice régulièrement est fascinant d'un point de vue neurologique. L'autocompassion active les mêmes circuits cérébraux que la compassion envers autrui. Elle stimule le système parasympathique, celui qui régule le calme et la sécurité intérieure. Elle réduit la production de cortisol, cette hormone du stress qui, en excès chronique, détériore la mémoire, le système immunitaire et la capacité à ressentir du plaisir. En d'autres termes, être gentil avec soi-même n'est pas une faiblesse sentimentale. C'est une décision neurologique intelligente. Et voici peut-être le paradoxe le plus beau, le plus surprenant, le plus libérateur de tout ce dont il est question ici. Plus vous apprenez à prendre soin de vous avec intelligence et compassion, plus vous devenez capable de prendre soin des autres de façon authentique et durable.
La gentillesse intelligente n'est pas moins généreuse que la gentillesse compulsive. Elle est infiniment plus généreuse parce qu'elle est choisie, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle vient d'un endroit de liberté et non de peur. Revenons un instant à cette famille observée plus tôt. Ce père qui avait tout donné sauf lui-même. Dans les mois qui ont suivi le début de son suivi, quelque chose de remarquable s'est produit. Non pas grâce à des techniques sophistiquées ou à des révélations dramatiques, mais grâce à de petits gestes répétés, à de petites décisions quotidiennes d'honnêteté envers lui-même. Il a commencé à dire à ses enfants, non pas ce qu'il pensait qu'il voulait entendre, mais ce qu'il ressentait vraiment. Pas dans de grands discours émotionnels, simplement en glissant dans une conversation ordinaire. Tu sais, j'ai trouvé cette période difficile. Ou, j'ai besoin de votre aide pour ça. Ces phrases courtes, presque banales, ont eu l'effet d'une pluie légère sur un sol assoiffé. Ses enfants, surpris d'abord, puis touchés, ont commencé à le voir différemment. Non plus comme un pilier inébranlable et donc inapprochable, mais comme un être humain, faillible, vulnérable, réel. Et c'est précisément cette réalité-là qui a permis la connexion. Pas la perfection. Pas la disponibilité totale, la réalité. Il est temps maintenant d'aborder quelque chose qui est rarement dit avec autant de clarté et qui pourtant est d'une importance capitale pour comprendre comment sortir de l'isolement. La solitude s'est guérie rarement par la quantité de présence humaine. Elle se guérit par la qualité de la présence à soi-même. On peut être entouré de 5 personnes et se sentir profondément seul, parce que l'on n'est pas vraiment là, parce que l'on joue un rôle, parce que l'on porte un masque si parfaitement ajusté qu'on a fini par oublier le visage qu'il recouvre. Et inversement, on peut être seul physiquement, dans une chambre, dans un jardin, dans le silence d'une fin d'après-midi, et se sentir profondément connecté à soi-même, au monde, à quelque chose qui dépasse le bruit permanent de notre époque. Notre époque, parlons-en une seconde avec la légèreté que ce sujet mérite malgré tout, ou peut-être à cause de lui. Nous vivons dans un monde qui a inventé 1000 façons de rester en contact et qui a réussi, avec une efficacité presque admirable, si elle n'était pas si tragique, à rendre les gens plus seuls que jamais. Nous avons des téléphones qui nous permettent de parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète en une seconde, et nous les utilisons principalement pour regarder des photos de gens que nous ne connaissons pas manger des plats que nous ne mangerons jamais. Nous avons accès à plus d'informations sur le bonheur que n'importe quelle génération avant nous, et nous sommes statistiquement l'une des générations les plus anxieuses et les plus déprimées de l'histoire récente. Il y a là quelque chose d'absurde qui mérite au moins un sourire, même si ce sourire est un peu amer. La troisième pratique concrète, et peut-être la plus puissante dans son impact sur la solitude chronique, est ce que l'on appelle l'attention relationnelle intentionnelle. C'est un terme un peu technique pour désigner quelque chose de profondément humain et simple. Choisir, une fois par semaine, d'être vraiment présent à une personne que vous aimez. Pas présent au sens où vous êtes dans la même pièce. Présent au sens où vous posez votre téléphone, vous fermez votre ordinateur, vous éteignez la partie de votre cerveau qui fait la liste des choses à faire demain. Et vous regardez cette personne comme si c'était la première fois. Vous l'écoutez, non pas pour préparer votre réponse, mais pour comprendre ce qu'elle vit vraiment. Vous lui posez une question sincère et vous attendez la réponse avec une véritable curiosité. Cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, a des effets documentés sur la qualité des liens affectifs, sur la réduction du sentiment de solitude chez les deux parties et sur la production d'ocytocine, cette hormone de l'attachement et de la confiance que l'on appelle parfois l'hormone de l'amour. Notre biologie est programmée pour la connexion authentique. Quand nous lui offrons ce dont elle a besoin, elle répond avec une générosité remarquable. Mais il y a un obstacle à cette pratique, un obstacle que l'on doit nommer clairement pour pouvoir le dépasser, la peur de la vulnérabilité. Être vraiment présent à l'autre, c'est prendre le risque d'être vu. Et être vu quand on a passé des années à se cacher derrière la gentillesse, la performance, l'utilité, est terrifiant. Parce que la question sous-jacente, celle que l'on n'ose pas formuler, mais qui est là, tapie dans l'ombre comme une vieille peur d'enfant, est la suivante. Si les autres me voient vraiment, si je ne suis plus utile, si je ne suis plus parfait, si je montre mes failles et mes besoins, est-ce qu'ils...
m'aimeront encore? Et la réponse, celle que 20 ans de clinique permettent d'apporter avec une certitude tranquille, est celle-ci: non seulement ils vous aimeront encore, mais ils vous aimeront mieux. Parce que la vulnérabilité authentique, celle qui ne cherche pas à manipuler ou à apitoyer, mais qui dit simplement voici qui je suis vraiment, crée une invitation à la connexion que la perfection ne peut jamais créer. Personne ne se sent proche de quelqu'un d'irréprochable. Tout le monde se sent proche de quelqu'un qui a le courage d'être humain. Arrêtons-nous ici un instant pour une question directe, une de ces questions qui méritent que l'on pose le téléphone une seconde et que l'on regarde en soi. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez dire vraiment comment vous allez? Pas la version polie, pas le bien merci automatique qui clôt la conversation avant qu'elle ait commencé, mais la vraie version. Quelqu'un qui connaît vos vraies difficultés, vos vraies peurs, vos vrais doutes. Si la réponse est non, ou si vous devez réfléchir trop longtemps, ce n'est pas un rougement. C'est une information précieuse sur l'endroit où vous en êtes, et c'est un point de départ, pas un point d'arrivée. La quatrième pratique concrète concerne quelque chose que la tradition bouddhiste et la psychologie contemporaine ont toutes les deux identifié comme central dans la construction de la paix intérieure: l'impermanence. Pas au sens philosophique abstrait, mais au sens pratique, quotidien, vivant du terme. Comprendre que cette douleur que vous ressentez en ce moment, cette solitude, cette tristesse, cette fatigue du cœur n'est pas permanente. Qu'elle est, comme toutes les choses, comme les saisons, comme les tempêtes, comme les marées, un mouvement constant. Elle a commencé quelque part, elle se transformera, elle passera. Cela ne signifie pas l'ignorer ou faire semblant qu'elle n'est pas là, au contraire. La pratique consiste à observer ce que l'on ressent avec une conscience tranquille, à dire intérieurement: en ce moment, je ressens de la solitude. Pas je suis solitaire, formulation qui en fait une identité, mais en ce moment, je ressens ceci. Cette nuance linguistique peut sembler mineure. Elle est en réalité transformatrice parce qu'elle vous replace en observateur de vos émotions plutôt qu'un prisonnier de celles-ci. Et l'observateur peut choisir, le prisonnier, lui, ne peut que subir. La cinquième pratique, et l'on touche ici à quelque chose de particulièrement important pour ceux qui se sont longtemps définis par ce qu'ils font pour les autres, plutôt que par qui ils sont, et ce que l'on pourrait appeler le rituel de réconnexion à soi. Chaque jour, choisissez une activité, une seule, qui n'a d'autre justification que le fait qu'elle vous fait du bien. Pas parce qu'elle est productive, pas parce qu'elle sera appréciée par quelqu'un, pas parce qu'elle est utile, juste parce qu'elle vous nourrit. Que ce soit marcher dans un parc en regardant les arbres avec la même curiosité qu'un enfant, que ce soit préparer un repas avec soin et le manger seul en savourant chaque bouchée. Que ce soit lire un livre que vous aimez sans vous sentir coupable de ne pas être en train de faire quelque chose de plus important. Que ce soit écouter de la musique avec les yeux fermés pendant 10 minutes. Ces moments peuvent sembler dérisoires face à l'ampleur de la souffrance. Ils ne le sont pas. Ils sont en réalité des actes de résistance profonde contre la logique d'un monde qui vous demande de vous dissoudre dans vos obligations. Ils sont des rappels à votre propre existence, des confirmations que vous existez au-delà de ce que vous produisez, au-delà de ce que vous donnez, au-delà du rôle que vous jouez. Et cette confirmation, répétée jour après jour comme l'eau, répète son chemin dans le sol jusqu'à trouver la source, finit par devenir une conviction. Et cette conviction devient une force. Il y a quelque chose d'autre que l'on doit aborder, parce que ce serait incomplet de ne pas le faire. La question de la honte. La honte est peut-être l'émotion la plus difficile à travailler en thérapie, et elle est au cœur de beaucoup de solitude profonde. Parce que la honte dit, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que je suis quelque chose de mal. Je suis fondamentalement insuffisant, je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis. Et cette conviction, souvent installée dans l'enfance, souvent renforcée par des expériences de rejet ou d'indifférence, est celle qui pousse à la chantillesse compulsive, à l'effacement de soi, à cette disponibilité infinie qui est puis sans jamais nourrir. Guérir la honte ne se fait pas en un jour. Cela ne se fait pas non plus en regardant une vidéo ou en lisant un livre, aussi bon soit-il.
Mais cela commence par un acte simple et courageux. Reconnaître qu'elle est là, la nommer. Pas avec violence, pas avec rougement, mais avec la même douceur que l'on offrirait à un enfant qui pleure dans le noir, en disant « Je vois que tu souffres, je sais que tu as peur, et je suis là, et je ne te quitte pas. » Parce que c'est cela, en définitive, l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus haute. Ne pas s'équiter soi-même, ne pas s'abandonner à la première difficulté, au premier regard critique, au premier moment de doute. Rester présent à soi-même avec la même fidélité que l'on voudrait trouver chez les autres. Être pour soi-même ce parent bienveillant, cet ami loyal, cet allié indéfectible que peut-être on n'a pas eux, ou que l'on a eux mais que l'on a oublié d'intégrer. Une question qui revient souvent, et elle mérite une réponse honnête. Mais comment faire confiance aux autres quand on a été blessé? Comment s'ouvrir quand l'ouverture a conduit à la trahison, à la déception, à l'abandon? Cette question est légitime. Elle est même, dans certaines histoires de vie, une question de survie psychologique. Et la réponse n'est pas de faire confiance aveuglément, de s'ouvrir à tout le monde de la même façon, de baisser toutes les défenses si c'est en espérant que cette fois-ci les choses seront différentes. Non. La réponse est plus subtile et plus sage que cela. La réponse est d'apprendre à faire confiance progressivement, de façon calibrée, et en observant les comportements dans le temps plutôt qu'en se basant sur les promesses dans l'instant. La réponse est de distinguer la vulnérabilité stratégique, celle que l'on offre à ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes, de l'ouverture indiscriminée qui finit toujours par décevoir. Et la réponse est aussi d'accepter que parfois, on sera blessé malgré tout. Non pas parce que l'on a mal choisi, mais parce que les êtres humains sont complexes, imparfaits, eux aussi porteurs de leurs propres blessures. Et que cette blessure, si elle arrive, ne prouve pas que l'ouverture était une erreur. Elle prouve simplement que vous êtes vivant, que vous avez essayé, que vous avez eu le courage de la connexion. Et ce courage mérite d'être honoré, pas puni. Voici maintenant quelque chose de fondamental pour ceux qui sentent que le chemin décrit ici est trop long, trop difficile, trop incertain. Vous n'avez pas à tout changer en même temps. La résilience ne fonctionne pas comme une révolution soudaine. Elle fonctionne comme une forêt qui repousse après un incendie, racine par racine, pouce par pouce, lentement, dans le désordre apparent, mais avec une direction interne que rien n'arrête vraiment quand les conditions de base sont réunies. Et les conditions de base sont simples. Un peu de chaleur, un peu d'eau, un peu de lumière. En termes humains, un peu d'autocompassion, un peu de connexion authentique, un peu de présence à soi-même. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas héroïque, mais c'est réel et c'est suffisant pour commencer. Il y a une dernière chose à aborder avant de conclure ce voyage, et c'est peut-être la plus importante de toutes, celle qui donne sens à tout le reste. La question du sens lui-même. Parce que la solitude chronique n'est pas seulement une crise de connexion sociale. C'est souvent, à un niveau plus profond, une crise de sens, un sentiment que la vie se déroule sans que l'on en soit vraiment l'acteur, que l'on remplit des cases, que l'on joue des rôles, que l'on répond à des atteintes, mais que quelque chose d'essentiel manque. Ce quelque chose d'essentiel, c'est souvent la conviction que ce que l'on vit, que ce que l'on est, que ce que l'on choisit a une importance. Non pas une importance cosmique, pas besoin de changer le monde, mais une importance réelle, personnelle, incarnée. Trouver ce sens ne requiert pas une retraite et monastère ni une thérapie de 10 ans, même si ces deux options peuvent avoir leur valeur. Cela commence par une question posée avec sérénité et sincérité. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne le sentiment d'exister vraiment? Pas ce que je fais par obligation, pas ce que je fais pour être aimé ou approuvé, mais ce qui, quand je le fais, me donne le sentiment d'être pleinement là, pleinement moi, pleinement vivant. Et une fois que vous avez une réponse, même imparfaite, même partielle, l'intelligence consiste à créer plus d'espace pour cela dans votre vie, pas en bouleversant tout du jour au lendemain, mais en ajoutant petit à petit, comme on ajoute des pierres pour construire un chemin, des moments de présence authentique à ce qui vous donne vie. Parce que c'est là, finalement, que se trouve la sortie de la solitude. Non pas dans le nombre de relations que vous entretenez, non pas dans votre capacité à être agréable et accommodant avec tout le monde,
mais dans cette connexion fondamentale avec vous-même, avec ce qui vous est essentiel, avec cette part de vous qui existait avant tous les rôles que vous avez. Appris à jouer et qui existera encore quand vous les aurez tous posés. Être intelligent, dans le sens où cette conversation l'entende, c'est avoir le courage de cette connexion. C'est choisir chaque jour de ne pas s'abandonner. C'est apprendre à distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous épuise. C'est dire non quand votre corps et votre âme vous disent non. C'est dire oui avec tout votre être quand vous choisissez de dire oui. C'est traiter vos émotions non pas comme des ennemis à réprimer ou des tempêtes à fuir, mais comme des messagères, parfois maladroites, parfois brutalesses, mais toujours porteuses d'une information sur ce dont vous avez besoin. Et c'est aussi, peut-être surtout, reconnaître que vous méritez d'être aimé non pas en dépit de qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes, avec vos contradictions, vos failles, vos zones d'ombre et vos éclats de lumière. Avec votre histoire, même si cette histoire comporte des chapitres que vous n'avez pas choisis et des blessures que vous n'avez pas méritées. Vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Et la première personne qui doit vous aimer ainsi, c'est vous. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une formule de développement personnel vendue avec un ruban pastel. C'est une vérité clinique, philosophique et humaine que des décennies de travail avec des êtres et souffrances permettent d'affirmer avec une conviction que rien n'a jamais ébranlé. Les personnes qui apprennent à se traiter avec compassion et intelligence, qui apprennent à respecter leurs limites et à honorer leurs besoins, deviennent non seulement plus heureuses et plus résilientes, elles deviennent aussi de meilleures présences pour les autres, plus disponibles vraiment, plus généreuses vraiment, plus capables d'amour véritable, celui qui n'a pas besoin de recevoir pour continuer à donner, parce qu'il puise dans une source qui se renouvelle. La forêt ne donne pas ses fruits par peur de l'hiver. Elle les donne parce que c'est sa nature, parce que le soleil et la pluie et le temps ont fait leur travail, parce que les conditions sont réunies. Et votre capacité à aimer, à connecter, à contribuer au bonheur des autres est la même. Elle ne peut se déployer pleinement que lorsque les conditions intérieures sont réunies. Lorsque vous avez assez de lumière, assez de racines, assez d'espace pour respirer. Alors oui, arrêtez d'être gentil au sens appauvri, épuisant, autodestructeur du terme, et commencez à être intelligent au sens plein, profond, humain du terme. Commencez à écouter ce que votre corps vous dit quand il est à bout. Commencez à entendre ce que vos émotions vous signalent quand elles s'agitent. Commencez à traiter vos besoins avec le même sérieux que vous traitez ceux des autres. Commencez à choisir vos relations non pas par peur de la solitude, mais par désir de connexion authentique. Commencez à occuper l'espace qui vous appartient dans votre propre vie, sans vous excuser, sans vous minimiser, sans vous effacer. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté et des jours de brouillard. Des moments où tout semblera évident et des moments où vous douterez de tout. C'est normal, c'est même sain. Le doute fait partie du voyage. L'important n'est pas de ne jamais trébucher. L'important est de savoir, au fond de vous, que vous avez décidé de marcher et que vous continuez à marcher. Chaque matin qui se lève est une occasion nouvelle. Non pas de tout recommencer à zéro, ce serait épuisant et inutile, mais d'ajouter une petite décision intelligente à la précédente. Une petite limite posée avec douceur. Un petit moment de présence offert à soi-même. Une petite vérité dite avec bienveillance. Ces petits gestes, accumulés dans le temps avec la patience de celui qui plante un jardin sans savoir exactement quand il fleurira, finissent par transformer quelque chose de fondamental dans la façon dont on se rapporte à soi-même et aux autres. Et cette transformation, elle est possible. Elle est possible pour vous. Peu importe votre histoire, peu importe depuis combien de temps vous portez cette solitude ou cette fatigue du cœur. Le cerveau humain est plastique. Les émotions sont malléables, les relations sont modifiables et la capacité à ressentir de la joie, de la connexion, du sens ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, parfois sous des couches épaisses d'habitudes et de protection, mais elle attend. Et elle répond toujours à ceux qui ont le courage de se mettre à sa recherche. Voilà ce que cette conversation a voulu vous offrir aujourd'hui. Non pas des certitudes confortables ou des promesses faciles, mais une invitation au courage.
Un courage doux, un courage intelligent, un courage qui commence par le geste le plus simple et le plus révolutionnaire qui soit. C'est regarder soi-même avec les yeux de quelqu'un qui vous aimait vraiment. Si quelque chose dans ces mots a résonné en vous, si vous avez reconnu quelque chose de votre propre expérience dans ce qui a été partagé ici, prenez un moment pour le noter. Pas pour l'analyser ou le résoudre immédiatement. Juste pour le reconnaître. Parce que la reconnaissance est le premier acte de guérison, le premier rayon de lumière dans une soul qui attendait. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, si vous voulez explorer davantage ces territoires de la résilience, de l'autocompassion, de l'intelligence émotionnelle, abonnez-vous. Pas par automatisme, par choix. Parce que vous avez décidé de prendre soin de vous. Et laissez un commentaire si vous en avez envie, parce que vos mots peuvent être pour quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo ce soir dans le silence de sa chambre, exactement ce dont il avait besoin pour se sentir moins seul dans sa propre humanité. Prenez soin de vous, vraiment, avec intelligence et avec amour.